De Kigali, bonsoir Pauline. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du Journal de l'Afrique en direct de Kigali dans le stade Amahoro, un stade entièrement vide, calme et silencieux après une journée très forte en émotion puisque tous les gradins de ce stade étaient remplis de Rwandais, beaucoup de survivants des massacres qui étaient venus se souvenir, honorer la mémoire des victimes de ces massacres et puis se souvenir qu'il y a tout juste 20 ans, le 7 avril 1994, démarrait le génocide le plus rapide de l'histoire. En 100 jours à peine, 800 000 personnes, des Tutsis essentiellement, ont été assassinés. À mes côtés, mon invité Yvonne Mutimura Galigné. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rescapée du génocide et vous avez assisté tout au long de la journée à ces cérémonies. Des cérémonies qui ont débuté dans la matinée au mémorial de Gisozi où le président rwandais Paul Kagame a allumé une flamme qui brûlera 100 jours dans ce mémorial où sont enterrées 250 000 personnes massacrées pendant le génocide. Et puis à la mi-journée au stade Amahoro, des centaines de danseurs, de comédiens, de chanteurs ont rejoué l'histoire du Rwanda jusqu'au génocide. Beaucoup d'émotions tout au long de cette journée parmi la foule de rescapés. Des commémorations auxquelles la France n'est pas associée. Paris a annulé le déplacement de la ministre de la Justice après des propos du président Kagame qui a accusé la France non seulement d'être complice mais également d'avoir participé au massacre. Et dans son discours ici même au stade, le président rwandais Paul Kagame, entouré d'une dizaine de chefs d'État africains et d'une très nombreuse délégation étrangère, eh bien, a fait allusion à cette position française. Écoutez. Le temps passe, mais il ne faut pas qu'on oublie les faits. Il faut préciser les responsabilités. Il ne faut pas transformer les victimes en criminels. On ne peut pas verser des pots de vin pour forcer les gens à changer l'histoire de leur pays. Et aucun pays n'est assez puissant, même quand il croit l'être, pour changer les faits. Les faits sont têtus. Yvonne Mutimura Galigné, vous êtes rescapée du génocide. Est-ce que l'absence de la France à ces commémorations du 20e anniversaire des massacres, est-ce que ça vous a touché personnellement? Est-ce que ça vous a blessé? Bonsoir. D'abord, je commencerai par dire que je suis reconnaissante envers mon pays, le Rwanda, de mettre en place la journée de commémoration comme aujourd'hui du génocide des Tutsis parce que je n'aurais jamais cru que ça aurait pu arriver et qu'on aurait pensé aux nôtres qui ont disparu. Je reviens à la France. Le fait qu'il ne soit pas là, que le gouvernement français ne soit pas représenté, en tant que Rwandaise qui était au Rwanda rescapée du génocide, j'aurais aimé que la France soit présente pour que ça nous montre une certaine réconciliation entre ce pays et le nôtre. Et en tant que Française aussi, j'aimerais bien que, en tant que citoyenne française, j'aurais aimé que mon gouvernement soit là pour dire, voilà, nous voulons tourner la page et nous voulons nous réconcilier quelque part avec ce pays, le Rwanda. Donc cette absence m'a beaucoup touchée parce que je pense qu'après 20 années, je ne rentrerai pas dans le discours du président de la République, mais je peux en dire quand même quelque chose. Sans commenter son discours, je dirais que la France devrait au moins dire nous nous excusons pour le rôle présumé, pour avoir aidé le gouvernement génocidaire, le gouvernement d'Abiyarimana. Moi, j'étais là avant 1994. J'ai vu les militaires français entraîner les miliciens. Donc, c'est ces miliciens-là qui ont massacré ma famille, qui ont massacré nos amis, qui ont massacré tous les Tutsis et tous les Hutus qui s'opposaient à la persécution. Donc, je dis ce que j'ai vu. Maintenant, il faut que les faits soient prouvés. Mais la France devrait tourner une page, ne pas se vexer pour une petite phrase, même si elle est importante. C'était une occasion de venir, de dire, voilà, on peut en discuter, voilà notre position, et faisons la paix. Mais pour faire la paix, il faut d'abord reconnaître certains faits, et voilà. Vous étiez vous-même donc présente à Kigali le 7 avril 1994, dès le début du génocide. Vous étiez la compagne d'un Français qui est aujourd'hui votre mari. Quelle a été la réaction des soldats français à l'époque, juste après le début du génocide? En fait, j'étais à Kigali
avec Pierre Galinier, qui m'a sauvé la vie. Je lui suis très reconnaissante parce que s'il n'avait pas été là, j'aurais été tuée. Je précise que je travaillais pour la coopération française, mais ce n'est pas cette coopération française qui est venue me sauver, c'est Pierre Galinier qui est allé chercher de l'aide au Méridien, à côté de là où on était caché, dans le quartier de Kakilou, et c'est les casques bleus belges qui sont venus me sauver. Quand on est arrivé à l'hôtel Méridien, à cette époque-là, ils ont essayé de le convaincre de partir sans moi puisqu'on n'était pas mariés. Ils ont dit nous prenons des couples franco-rwandais, nous ne prenons pas des gens qui ne sont pas mariés. Alors qu'il suffisait juste qu'ils prennent des Rwandais qui étaient là, qui étaient menacés, persécutés, les mettre en dehors des frontières du Rwanda, au Kenya, au Burundi, en Tanzanie, n'importe où ailleurs, et essayer de les sauver des massacres systématiques envers les Tutsis, mais ils ne l'ont pas fait. Donc je considère que c'est un abandon pour les Rwandais, et encore pire, ils ont abandonné Pierre Galinier qui était français, qui est français toujours, qui est l'enfant de ce pays-là. Donc je leur en veux énormément et j'aurais aimé aujourd'hui que la France puisse tourner la page et dire voilà, nous ne portons pas la responsabilité et ne traînons pas les vieilles casseroles du gouvernement Mitterrand et vraiment nous voulons avancer. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Yvonne, restez avec nous. On a beaucoup parlé du rôle de la France, du rôle de la Belgique, du rôle des Nations Unies. Mais il y a également une autre institution qui a été fortement mise en cause, c'est l'Église catholique. Le Rwanda était le pays le plus catholique d'Afrique et pourtant, dans les églises, de très nombreuses tueries ont eu lieu et certains prêtres y ont même participé. Est-ce le fait d'individus isolés ou est-ce qu'il y a une complicité de l'institution? Voyez ce reportage de Sarah Sako et Thaïs Brook. C'est dans cette église de Ntarama, au sud-est de Kigali, aujourd'hui transformée en mémorial, qu'Alice et ses proches ont cru pouvoir trouver refuge il y a 20 ans. Cet habit appartenait à ma belle-mère. Elle avait l'habitude de le mettre sur son lit. Elle s'est réfugiée ici dans l'église. Elle a été tuée ici et le tissu est resté. Ce jour-là, Alice a perdu tous les membres de sa famille, tués dans l'église par les miliciens Hutus. Elle échappera de justesse à la mort. Les prêtres ne les ont pas protégés. Les prêtres ne pouvaient rien faire pour nous sauver, parce qu'on nous disait que notre État nous avait livrés. Les prêtres qui étaient du côté du gouvernement Hutu ont participé au massacre. Les prêtres Tutsis ont été tués. Violée et torturée dans la même église, Chantal a tourné le dos au catholicisme. Désormais de confession adventiste, elle n'a pas de mots assez durs pour dénoncer la complicité des prêtres de l'époque. On a tué des gens dans les églises. On les a tués sauvagement. C'est ça qui m'a fait peur. J'ai été très déçue du fait que les prêtres avaient la possibilité de sauver ces gens, mais qu'ils ne l'ont pas fait. La complicité de certains prêtres, les multiples massacres dans les églises ont révolté de nombreux chrétiens, d'autant plus que le Rwanda est le pays le plus catholique d'Afrique. 20 ans après, l'église rwandaise a-t-elle fait son mea culpa? Il n'y a pas de responsabilité institutionnelle, parce que l'évangile a été l'évangile, il n'y a pas eu de prédication qui est dans le sens de diviser le peuple. On ne peut pas nier des responsabilités personnelles. On ne peut pas demander à tout le monde d'être héros. Si l'institution peine à le reconnaître, l'Église a soutenu la politique de ségrégation du régime génocidaire. Cette responsabilité fait désormais l'objet de recherches, parfois même par des membres de l'Église. Le régime antérieur que nous avons eu, qui se sont mariés avec l'Église. Alors là, je dirais qu'il y a une certaine responsabilité de ne pas dénoncer ce qui est mauvais dans le cœur des gens, la haine qui grandit dans la société. En 20 ans, seuls 2 prêtres ont été condamnés par le tribunal pénal international pour le Rwanda pour leur rôle dans le génocide des Tutsis. Et on va parler du Rwanda d'aujourd'hui à présent. Yvonne Mutimura Galinier, vous habitez aux Pays-Bas, vous êtes revenue spécialement pour les commémorations du génocide. Quelle est votre vision du Rwanda aujourd'hui, 20 ans après? Le Rwanda aujourd'hui, je dirais que c'est un pays magnifique.
qui a essayé d'avancer, qui s'est développé énormément. J'aurais jamais pensé que le Rwanda serait là où il est aujourd'hui parce qu'il était complètement détruit. Et ça, c'est l'effort de tous les Rwandais, le courage des Rwandais et puis la part de l'action, la politique du pays, la politique du Rwanda. Et j'en suis vraiment très fière. Et c'est un pays où on peut se promener en paix, où on n'a plus peur d'être stigmatisé. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Merci beaucoup Yvonne Mutimura-Galini d'avoir été notre invitée dans ce journal de l'Afrique. Et on va continuer à regarder ce Rwanda d'aujourd'hui, 20 ans après le génocide. Comment cohabitent les Hutus et les Tutsis? Officiellement, les ethnies n'existent plus, elles ont été rayées des cartes d'identité. Comment la nouvelle génération voit-elle les choses, celle qui n'a pas connu le génocide? Tout dépend, bien sûr, du poids de chaque histoire. Voici 3 portraits, 3 itinéraires aux antipodes. Scène de vie quotidienne pour Shema. Le jeune homme vit modestement avec sa mère et sa sœur dans cette maison à 50 km de Kigali. Depuis près de 20 ans, il porte un lourd fardeau. Comme quelques 20 000 jeunes Rwandais de son âge, Shema est né d'un viol. Je me suis souvent dit que si j'avais eu la possibilité de rencontrer cet homme qui avait violé ma mère, je l'aurais tué. Quelquefois, quand j'étais seul, j'avais envie de mourir. Quand je passais devant les enfants de mon âge, ils me disaient « Dégage, tu es un bâtard ». Je me suis habitué à ça, petit. Alors que les uns à 20 ans portent le fardeau du génocide, d'autres ont découvert le Rwanda après les massacres. Née de parents réfugiés en Ouganda, Juliette est rentrée au pays après la victoire du Front patriotique rwandais en 1994. Cette étudiante de 20 ans incarne une jeunesse modèle, très en phase avec le discours officiel d'aller de l'avant. Un leitmotiv qui lui arrive de dispenser au sein d'associations de jeunes. Je vois de l'avenir en vous, les jeunes. Je vois des leaders de demain qui se dressent debout pour vraiment développer ce pays. Aujourd'hui, j'ai reçu une éducation. Je n'ai pas à me plaindre de l'insécurité. Je me sens bien chez moi, ici. J'adore ce pays, le développement. Ce qui nous arrive au Rwanda arrive tellement vite. Aujourd'hui, nous sommes parmi les pays en développement qui affichent les meilleurs résultats au monde. Et c'est quelque chose dont on peut être fier. Mais le boom économique rwandais a laissé de côté des milliers de jeunes. Plus de 40% d'entre eux sont précaires. Willy, 20 ans, a quitté son village pour une vie meilleure dans la capitale. 3 ans plus tard, c'est la désillusion. Je peux en tirer 1 euro, mais c'est très peu. Si je pouvais trouver autre chose à faire, j'aimerais bien et j'abandonnerais ce métier. Les jeunes de mon âge sont mieux lotis que moi. Moi, je lutte pour sortir de la pauvreté. Entre espoir déçu, stigmate du génocide ou foi en l'avenir, ces jeunes n'ont rien en commun, en partage. Au Rwanda, les moins de 20 ans représentent plus de 50% de la population. Un défi social pour le pays, mais peut-être aussi une chance. Cette génération est la première à ne pas avoir grandi dans la division. Et nous arrivons pratiquement au terme de cette édition spéciale en direct de Kigali. On va la refermer par une page musicale, une page un peu particulière. De très nombreux Rwandais nés à l'étranger qui n'avaient pas connu le Rwanda ont décidé de découvrir le pays de leurs ancêtres après le génocide. C'est le cas de Mighty Popo. Il a vécu en exil au Burundi et au Canada. Ce musicien, ce chanteur, eh bien, tente de contribuer à sa manière à soigner les plaies du génocide. La musique parvient à faire ce que des psychologues, je sais pas qui, des politiciens, je sais pas qui, n'ont pu faire avec les rescapés. C'est pas n'importe quelle musique qui va faire sortir ces genres d'émotions chez les rescapés. Il faut trouver certaines mélodies, il faut que les mots soient quand même pesés. C'est pas facile, mais la musique a ce pouvoir de faire sortir cela chez quelqu'un qui a vécu
Afrika nabimbuza esengirene bagenzi esengirene bagenzi. Et voilà, c'est sur ces notes de Mighty Popo qu'on va refermer cette édition spéciale. Merci à toutes les équipes techniques d'avoir permis sa réalisation. Dans un instant, vous retrouvez un nouveau journal avec Elisabeth Alain.